Nicolas Monco, je travaille actuellement à l'école d'architecture de Paris-Belleville sur des missions de création de nouveaux diplômes, aussi de formation continue et de partenariats internationaux. Je suis adhérent à la CGT depuis 1994 ou 15, quand je suis rentré immédiatement au ministère de la Culture, au château de Versailles. Ensuite, j'ai travaillé dans d'autres services jusqu'à devenir permanent en 1999. Et j'ai quitté la permanence en 2010, et de 2004 à 2010, j'ai été le secrétaire général de l'USPAC CGT, plus connu sous le nom CGT Culture. La question de l'engagement, se battre en solidarité dans des organisations, qu'elles soient politiques ou syndicales, ensemble, pour l'intérêt général, et parce que l'action collective est toujours bien supérieure à l'action individuelle. Et moi, je suis rentré par accident à la CGT parce que j'avais besoin, moi et mes collègues de Versailles, de régler nos problèmes que j'évoquais plus tôt. Cela dit, on a vu tout de suite l'intérêt de se rassembler, d'avoir la compétence de tous les autres camarades des autres musées, la compétence juridique et la force de frappe qu'on avait face aux autorités ministérielles dans ce grand syndicat qu'est la CGT Culture, qui est le premier syndicat du ministère de la Culture. Et donc on a cessé d'y travailler, moi et mes collègues vacataires de l'époque, chaque jour un peu plus. Et moi je me destinais, puisque j'ai eu mon diplôme en étant permanent, mon diplôme d'architecte, je l'ai obtenu, j'ai fini mes études en étant permanent, et j'envisageais de partir, de retourner à la vie active assez rapidement. Et puis les choses ne se sont pas passées ainsi, l'investissement, le mien, comme celui d'autres camarades, a été soutenu, repéré, je ne sais pas. Et puis quand il s'est agi que Jean-Marc Canon passe la main, il a discuté avec moi en me disant que ce serait pas mal de pouvoir continuer à un niveau plus élevé les responsabilités et le travail. J'ai à ce moment-là expliqué que moi je devais aussi quand même penser, puisque je venais d'être diplômé, à quand même un avenir professionnel autre que dans le syndicat. Pour moi, c'est pas un métier, le syndicalisme, c'est un engagement, mais il ne faut pas faire ça toute sa vie. Je le pense profondément. Et à ce moment-là, j'avais négocié très très fermement avec Jean-Marc Canon et avec mes prédécesseurs le fait de ne faire qu'un mandat. Tout le monde m'a dit effectivement oui, on peut comprendre, Nicolas, et quand je suis arrivé à la fin du premier, ils m'ont dit tu n'envisages quand même pas d'arrêter comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils m'ont bien eu. Moi, quand j'ai été élu en 2004 au congrès de Superbès, j'étais pas fier, parce qu'il fallait déjà succéder à 12 ans de mandat de Jean-Marc Canon, qui était pour les personnels du ministère, pour les autorités ministérielles, pour les camarades, une référence énorme, qui écrasait tout, de compétences, d'humanité, de légitimité. Et donc moi j'étais un peu le petit jeune qui ont dit ben vas-y, et donc j'étais pas fier. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai été élu donc un vendredi au congrès, le dernier jour du congrès, et que le lundi nous avions rendez-vous avec le nouveau ministre qui venait d'être nommé, Renaud Dendieu de Vabre. Nous l'avons rencontré, et ils sont tous arrivés en disant mais qui est le nouveau secrétaire général? Ils ne savaient pas. Et je tairai le nom de la personne en question, mais il y avait un cadre de l'administration qui leur avait dit mais si on le sait, c'est Vincent Blouet. Et donc, quand effectivement le ministre est arrivé, il a salué Vincent Blouet comme étant le nouveau secrétaire général, et Vincent lui a dit pas du tout, c'est le petit jeune, là. Et donc, le cadre de l'administration s'est fait féliciter. Je vais raconter une anecdote qui est... depuis 14 ou 15 ans, que j'avais 14 ou 15 ans, moi je lisais Jean-Marc Canon. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que je suis arrivé tout naturellement à la CGT Culture, parce que ma maman, qui travaillait au ministère de la Culture, était syndiquée à la CGT, et dans des problèmes, elle aussi, de précarité à l'époque, avait rencontré Jean-Marc Canon, était admirative, et qui ne lui avait jamais lâché la main, et d'ailleurs on avait réussi Jean-Marc avait réussi à consolider sa situation. Elle lui en était éternellement reconnaissante, élevant seule deux garçons, et que c'était difficile. Et donc il se trouve que comme tout adhérent normal de la CGT Culture, ma mère recevait sous enveloppe à la maison ce qu'on appelait le Culture et vous à l'époque, et donc j'étais incollable, puisqu'on avait ça au cabinet chez nous. On en avait des piles, et j'étais effectivement incollable sur la grève des musées que je suivais mois par mois, la grève du Louvre, la grève du musée d'Orsay, la grève de Versailles, les vacataires, etc., des 13 ou 14 ans. Et donc je voyais toujours signer en bas Jean-Marc Canon, et le jour où je l'ai vu en chair et en os, j'étais assez ému. On est devenus très, très amis.
un peu comme des frères aujourd'hui, d'ailleurs je le revois régulièrement. C'est quelqu'un qui a une abnégation, un engagement pour le syndicat, mais aussi pour les collègues, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leur salaire, leur retraite, etc. C'est le sens de toute sa vie. C'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, force l'admiration de tous les gens qui l'ont connu à un niveau très très élevé. Et c'est quelqu'un dont on peut être fier d'être son ami. Et c'est des choses qui sont durables. Moi, je sais que en arrêtant, lui en partant à Montreuil, moi en arrêtant les responsabilités syndicales, si je continue à être adhérent, on s'appelle régulièrement au téléphone, fait partie des grandes rencontres de ma vie, oui, bien sûr. Les gens se rappellent, je crois, de beaucoup d'étapes de lutte à la culture, mais le combat de 99 sur la précarité et presque 7-8 ans plus tard, celui contre la RGPP, ont été deux gros marqueurs de lutte où tout le monde s'est solidarisé face à l'adversaire qui avait, d'une part, pour la précarité, envie de continuer à avoir des milliers au ministère de la Culture de jeunes, surtout des jeunes, taillables et corvéables à merci. Et puis de l'autre époque, c'est quand Sarkozy est arrivé avec le programme, et nous en avons d'ailleurs y compris les preuves dans nos archives, il s'agissait d'effacer purement et simplement le ministère de la Culture. Heureusement qu'on a résisté. Bon, même si on n'a pas gagné sur tout, en attendant, le ministère est toujours debout. Moi, je suis donc rentré au château de Versailles après divers d'autres petits boulots d'étudiants que j'avais fait ailleurs, dans des collectivités, dans des villes, en tant qu'animateur, pour financer mes études. Et donc, je suis rentré en fin 94 au château de Versailles, ce qui me permettait de faire mes études la semaine et de travailler le week-end à l'accueil des publics, pour gagner à peu près l'équivalent d'un mi-temps de salaire. Et immédiatement, j'étais toujours sur la corde raide parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait payer les courses, il fallait payer la vie. Et on nous a expliqué qu'il fallait qu'on soit payé au lance-pierre en attendant 3 mois, 4 mois, les contrats n'étaient pas faits, on travaillait en toute irrégularité. L'essentiel, c'est qu'on soit présent, exploité. Mais alors derrière, la suite, à savoir comment on était rémunéré, payé, et y compris comment on pouvait toucher un peu de chômage dans les périodes de trous, ça, tout le monde s'en foutait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un peu à redresser la tête, et immédiatement, mais ça c'est un peu aussi l'histoire familiale, je n'ai eu confiance qu'en la CGT. J'ai donc pris contact avec la permanence nationale, avec le camarade Canon, avec les anciens, je pense à Isabelle Marfon, à Roselyne, à Vincent Blouet, etc. Et on s'est dit qu'on allait agir parce qu'on était des petites centaines dans ce cas-là de vacataires à Versailles, qui ne le supportions plus. Et donc nous avons décidé de nous organiser, et c'est comme ça que j'ai fait, avant même d'être syndiqué, mes premiers envahissements du bureau de la DRH, de l'agent comptable, etc. Et on sortait avec nos chèques, on était fiers comme des pans, pas comme Thierry Le Pan, mais comme des pans. Mais en attendant, on peut se marrer un peu, et en attendant, ça nous a permis d'organiser cette résistance qui a débouché dès les semaines qu'on suivit sur des contrats pour tout le monde, et y compris des contrats plus longs, des contrats de 6 mois ou des contrats annualisés. Je me suis retrouvé donc à adhérer, puisque à l'issue d'une première victoire, la camarade Roselyne Charlie Nelson n'a rien trouvé de mieux que de dire à l'Assemblée: il faudrait que maintenant que les cartes tombent pour que vous vous syndiquiez tous et que vous soyez organisés. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'aurais dû y réfléchir à 2 fois, puisque ça m'a amené à faire 15 ans de permanence. Et en attendant, c'est une part importante de ma vie que je ne regrette pas, mais qui m'a considérablement bouffé de l'énergie, du temps et de l'investissement terrible. Je n'ai jamais oublié, durant tout ce parcours, que je venais de la précarité, et que j'ai toujours été très très engagé, et considérant comme une priorité les combats contre la précarité. Je pense à mes collègues archéologues, je pense notamment sur les histoires du CDA, je pense à tous les collègues du ministère de la Culture que j'ai connus pour beaucoup vacataires, et qui aujourd'hui sont titulaires. Ils sont peut-être 2 ou 3 000. Il y a eu 3 semaines de grève en 99 qui ont surpris tout le monde, puisque là, le vase a complètement débordé. Et on a commencé au mois de mai, vers le 15 mai, quelque chose comme ça, une grève au Louvre, à Versailles. Enfin, on avait essayé de prendre une journée de départ où tous les grands établissements se mettaient au diapason. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a une telle révolte, une telle colère qui s'est exprimée, qu'il a fallu, dans le reconductible,
continuer le lendemain, puis continuer encore, puis continuer encore. Et les musées sont restés quasiment fermés pendant 3 semaines. Il y a eu 2 manifs à Matignon, si j'ai bonne mémoire. Je me rappelle de la déception terrible quand les camarades qui négociaient sortaient de Matignon et qui disaient le gouvernement et le Premier ministre ne veulent pas céder. C'était d'autant plus inadmissible quand on était la première fois, je crois, à 10 jours et la deuxième fois à 18 jours de grève, et que c'était par ailleurs un gouvernement qui se prétendait de gauche. Ça a été extrêmement difficile. Je me rappelle aussi qu'il y avait une très bonne écoute au ministère, et notamment Catherine Trautmann, qui était très sensible à la question, et son cabinet de l'époque. Et tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour qu'on arrive à en sortir par le haut. Il y a des accords ont été signés, je crois, de mémoire, le 8 juin 1999, et ça a permis derrière au moins 1500 titularisations. Et le gouvernement de l'époque a eu tellement peur de l'effet de contagion que Michel Sapin, le ministre de la fonction publique de l'époque, a convoqué les organisations syndicales en disant il faut arriver à négocier un plan de sortie de la précarité pour l'ensemble de la fonction publique, ce qui a été le plan Sapin. Et c'est bien parce qu'on a fait cette bataille énorme à la culture que ça a débouché sur ce plan de titularisation dans l'ensemble de la fonction publique. Donc c'était une très grande fierté. Je me rappellerai aussi beaucoup d'avoir dans les manifs et dans les grévistes autant de titulaires que de vacataires. Les gens s'étaient aussi révoltés, ceux qui étaient titulaires et statutaires, en disant il y en a marre de travailler pendant des années à côté de collègues qui sont, eux, précaires, à la fin du mois, on ne sait pas s'ils vont continuer, ils sont dans la merde, et nous aussi maintenant, alors que eux, ils étaient déjà titulaires, on va quand même se solidariser. Et ça a été une grève très très solidaire et qui a d'ailleurs permis d'en engager d'autres après à la culture. Je suis sorti de la précarité, c'est-à-dire j'ai obtenu des contrats annuels, ce qui était convenable pour faire mes études d'un côté et puis pouvoir manger de l'autre. Je trouvais ça normal, puisque par ailleurs on faisait convenablement notre boulot, qu'on était présent, qu'on n'a jamais défailli. Et donc on est devenu comme ça des vacataires permanents, ce qui par définition est complètement absurde. Mais enfin c'était comme ça au ministère de la Culture à l'époque. Et je suis rentré ensuite à l'emploi titulaire, comme des milliers d'agents, enfin 2 ou 3 000 au ministère de la Culture, qui ont été d'abord permanisés, et qui ensuite, au titre des divers plans de résorption de la précarité, ont fini par devenir titulaires. Il y en a une proportion considérable et bien plus importante au ministère de la Culture que dans beaucoup d'autres ministères. Voilà, donc ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que quand j'ai fini d'être secrétaire général, en 2010, immédiatement, le camarade Jean-Marc Canon, qui dirige la CGT des fonctionnaires de l'État, le GFF-CGT, m'a demandé de venir lui filer un coup de main parce que s'ouvraient les négociations qu'on appelle aujourd'hui du plan Sauvadet. À l'époque, c'était avec les ministres Barouin et Tron. Et alors que j'avais commencé avec lui à apprendre le syndicalisme, j'ai fini la boucle en négociant à Bercy, avec lui et avec les ministres de la fonction publique et du budget, le plan Sauvadet bien connu aujourd'hui dans son application. J'ai commencé par la précarité. Le dernier gros dossier que j'ai refermé, c'était celui de la précarité. Je n'imaginais pas à ce moment-là que j'allais, 2 ans après, fin 2007, et puis ensuite ça se met en place la RGPP, devoir affronter ce qui a été le plus gros séisme et la plus grosse menace sur le ministère de la Culture, au moment même où nous venions de fêter son cinquantenaire. Enfin, au moment à peu près où on fêtait son cinquantenaire. En clair, le ministère de la Culture a été désigné comme étant le premier des ministères à devoir passer sous les fourches codines des boîtes d'audit privées. Chez nous, c'était Capgemini et d'autres qui avaient une feuille de route que nous avons, où il s'agissait de faire du ministère de la Culture un état minimal, c'est-à-dire une administration de peut-être, je sais pas moi, 200-300 fonctionnaires d'autorité. Et puis finalement, ce ministère composé de plus de 80 établissements publics, ces établissements pouvaient tout à fait devenir autonomes, et le ministère ne se justifiait plus du tout. Et ils avaient prévu de faire des gains considérables d'emplois, de crédits, et il a fallu se battre très très fort, et ça a occupé tout notre temps.
Et jamais je ne pensais, au moment de prendre mes responsabilités, devoir affronter une telle chose. Ce qui m'a énormément frappé, ça a été l'imagination, l'inventivité, la ténacité des copains et des collègues, des camarades. On n'a pas pu beaucoup compter sur les autres organisations syndicales, même si nous sommes en unité syndicale, mais ça a quand même été la CGT qui a été la poutre maîtresse de l'ensemble de cette lutte. On a fait un travail considérable en direction de la presse, en termes de visibilité, et surtout, moi je tenais particulièrement à ce que nous nous unifions, et ça a été aussi la paire avec tout le monde de la culture, parce que ça n'a pas de sens de défendre un ministère, des fonctionnaires tout seuls, entre guillemets, qui défendent l'outil de travail, qui défendent la mission, si le reste du monde de la culture, mais aussi la population, les élus, etc., ne se rendent pas compte aussi qu'il faut lutter et tous ensemble les tirer dans la même direction. C'est à ce moment-là que sont nés les rapprochements avec nos camarades de la Fédération du spectacle, avec la FNCC, avec le Syndéac, avec beaucoup d'autres organisations, où on avait monté les mouvements Culture en danger. On s'était rassemblés à l'Odéon, il y avait eu des manifs, on s'est vu chaque année en Avignon pour expliquer comment l'ensemble du monde de la culture était concerné par le sort du ministère de la Culture. De la même façon, je le dirais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, que l'hémorragie de la culture dans les collectivités territoriales avec les suppressions de crédits terribles, et on le voit sur la carte crise qui existe sur Internet, appelle aussi les agents de la culture aussi à se solidariser des collectivités, parce que nous n'avons pas de sens et d'existence nous-mêmes si à un moment il n'y a pas tout le réseau territorial qui va avec et l'action des collectivités. Le service public de la culture, c'est un ensemble, nous en sommes au centre, mais c'est tous ensemble que nous devons lutter pour arriver à défendre ces missions de service public et pas de sombrer dans le modèle anglo-saxon qui considère que la culture est une marchandise et appartient au marché et que l'intervention publique n'a pas de sens. La RGPP avait été prévue en 2 phases, ce qu'on a appelé la RGPP 1 et la RGPP 2. La première phase devait toucher l'administration centrale et les services déconcentrés, et la deuxième phase, ce qu'on appelait les opérateurs, les établissements publics. C'était malin de leur part, c'est-à-dire que comme 2 tiers des personnels sont concentrés dans les établissements publics, ils se sont dit on va d'abord faire mal à la centrale et aux services déconcentrés, et les patrons d'établissements publics disaient à leurs employés mais il n'y a pas de raison de vous battre avec les collègues de centrale parce que ça ne nous arrivera jamais à nous. Et puis, quand 1 an et demi après, ils ont fondu sur les établissements publics, les collègues de la centrale qui n'avaient pas beaucoup vu les collègues de l'administration des établissements, ils ont dit « démerdez-vous ». Donc ils avaient en fait coupé un peu les forces en deux, les forces de résistance, mais enfin néanmoins, on a quand même réussi à mettre des milliers de gens dans la rue, et surtout à démontrer que le ministère de la Culture, ses missions, ses agents, les compétences qu'il détenait, étaient quelque chose d'irremplaçable dans la nation, et qu'il fallait à tout prix s'arc-bouter contre le rouleau compresseur de Sarkozy et ses réformateurs incompétents. D'ailleurs, ils étaient tous recrutés et ils ne s'en cachaient pas eux-mêmes, en étant totalement incompétents, méconnaisseurs des politiques culturelles, mais après tout, quand on vient casser, c'est tellement mieux de ne pas savoir ce que l'on casse, on va beaucoup plus vite. Alors, sur ces affaires de RGPP, moi je garde un souvenir quand même très touchant, c'est que, évidemment, l'ensemble des services étaient amenés à voir passer des propositions de réforme qui les concernaient directement. Et des fois, sur les notes, il était marqué des choses qui dépassaient le service, qui concernaient l'ensemble d'un secteur, les musées, les archives, ce qu'on appelle aujourd'hui toute la sphère de la Direction générale des patrimoines, mais aussi la langue française, enfin tous les secteurs de ce ministère de la Culture. Et dès qu'il y avait une mauvaise nouvelle, dès qu'un agent au ministère de la Culture voyait passer un papier assez désagréable, tout de suite il en faisait une copie, il fallait que ça arrive à la CGT. Et à l'époque, on a inventé un concept, enfin qui, comme disent les jeunes dans les quartiers, on arrivait des piles entières de documents secrets que l'administration et que Mme Albanel ne voulait pas, évidemment, qu'on détienne, et on lui mettait sous le nez en lui disant ça, c'est tombé du camion. Et je garde d'autant plus de souvenirs heureux de ça, c'est qu'on a, et je ne l'oublierai jamais,
menait toute cette bataille avec beaucoup d'appui politique. On a y compris rassemblé, le jour même ou 2 jours après qu'il ait été nommé Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, 500 ou 600 collègues qui s'étaient mis des cibles sur la poitrine en disant « Je ne suis pas un emploi à supprimer, je vaux mieux que ça ». Et on avait énormément d'hommes et femmes politiques, de responsables politiques qui sont venus nous dire leur soutien. Et au milieu d'eux, il y avait toujours, du début à la fin, le camarade Jacques Ralit, et qui, ça le faisait hurler de rire. Et je me souviens qu'il m'appelait quasiment tous les soirs en me disant « Est-ce que tu as d'autres tombées du camion? Ça m'intéresse ». Et donc on faisait l'état des lieux des tombées du camion, et je sais que Christine Albanel et tout son cabinet étaient fous de voir en fait, sous leurs yeux, que tout le monde regimbait, et qu'on était un peu dans une forme comme pendant la Résistance, où à un moment chacun essayait de faire fuiter l'info pour essayer de parer tous les mauvais coups. Tout le monde s'est tenu la main, et même de façon secrète, silencieuse, souterraine, tout le monde a participé à la lutte pour que le ministère ne s'effondre pas. 2009, je crois. Il est de tradition que le ministre de la Culture invite l'ensemble des personnels dans un lieu, un grand établissement, pour présenter ses vœux. Généralement, les personnels en sont friands, ils sont contents parce qu'ils se retrouvent, parce qu'il y a un bon coup à boire, parce qu'on voit le ministre, on voit tout ça. Et c'était l'époque où donc, nous menions la lutte sur la RGPP. Nous avions en particulier une spécialité, c'était de couvrir nos immeubles, la rue des Pyramides, les Bons Enfants, etc., de grands calicots verticaux, où il était marqué non à la RGPP, culture en danger. Et on était totalement fous à l'époque, on s'est beaucoup marré par ailleurs. On a appris que les vœux étaient présentés par Christine Albanel dans le grand foyer de l'Opéra Garnier à Paris. Et donc on s'est mis en tête de lui faire une manif au moment de son discours et de dérouler les banderoles et de lui mettre la misère. Ils cognaient comme des sourds sur le ministère, ils allaient casser l'outil, il n'y avait pas de raison qu'on ne s'exprime pas au moment des vœux. Même si je me souviens qu'il y a eu beaucoup de débats, y compris à l'intérieur même de la CGT, en disant c'est quelque chose auquel les personnels tiennent, cette cérémonie des vœux. Y mettre le bordel, c'est quand même un risque. Peut-être qu'on va casser la dynamique de la lutte et que les gens ne nous pardonneront pas. On l'a fait quand même. Je me rappelle d'un souvenir, je veux le citer, parce que je sais que celui qui a été la cheville ouvrière de cette action, c'est camarade Didier Allem, qui s'est donné un mal fou pour arriver à organiser ça. Moi, je faisais celui qui s'en occupait pas parce que j'étais le plus surveillé à l'époque, donc je voulais pas mettre la puce à l'oreille. Mais Didier a beaucoup travaillé, et je me rappelle que les camarades, bon, maintenant c'est passé, mais nous avaient expliqué que près de 4-5 jours avant, les flics avaient effectivement fait toute l'inspection avec les chiens du bâtiment, etc., pour voir qu'il n'y ait pas d'incident, parce qu'ils attendaient à ce qu'il y ait quelque chose. Et donc on n'arrivait pas à faire rentrer nos banderoles. Et on était très très inquiets. Et un jour, on a eu l'idée de les planquer dans le local syndical, à l'Opéra de Paris. Et les flics qui étaient avec leurs chiens, avec leurs loups, à regarder partout ce qui se passait, ont dit là, local syndical, on rentre pas, c'est sanctuarisé. Ce qui fait qu'ils ont cherché pendant une semaine, mais les banderoles étaient stockées là dans le local syndical. Et au moment où la cérémonie a commencé, où les gens sont rentrés, j'ai aidé Didier, on s'est mis au dernier étage, et comme ils avaient sous-traité l'ensemble du buffet à des sociétés privées qui n'y connaissaient rien, on est arrivé, on a dit on fait partie de la maison, vous occupez pas, on vient finir le décor. On a commencé à sangler les banderoles en rouleau, elles n'étaient pas déroulées à l'époque, et les mecs nous ont dit ah bah oui, si vous êtes du ministère, vous pouvez. On avait planqué tout ça sous les nappes, et quand Christine Albanel a commencé son discours, on l'a laissée, elle a commencé 2-3 minutes, et quand on est arrivé à sa 2e ou 3e page, en expliquant que nous vivions une époque formidable parce qu'elle venait réformer avec sa RGPP. Elle pensait que ça allait siffler, et à ce moment-là, elle n'a rien compris, puisque l'ensemble des gens se sont mis à applaudir. Elle s'est dit, mais les gens sont en train de m'aimer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les gens applaudissaient les banderoles dans son dos qui étaient en train de se dérouler. Et quand elles sont complètement arrivées en bas, les gens criaient « Retrait de la RGPP, Albanel démission ». Je sais, puisqu'on me l'a dit, qu'elle est partie sous les huées, et qu'elle s'est planquée dans son bureau et qu'elle a pleuré toute l'après-midi. Christine Albanel était quelqu'un de respectable, l'est toujours, mais ils ont pris ce jour-là un sacré coup à la hauteur du coup terrible qu'ils nous ont porté, mais ils ne nous ont pas eu. Maintenir la culture par rapport à d'autres secteurs où la demande sociale est forte et où les économies aussi pèsent, c'est un choix de société, simplement. On
On est dans un pays où, d'ailleurs, un rapport du ministère vient de sortir là-dessus, sur ce qu'on appelle les inégalités culturelles. Les inégalités culturelles sont bien plus profondes et bien plus graves en France que les inégalités sociales que l'on connaît. Les écarts de salaire, les conditions de vie, de logement, d'éducation des enfants, les enfants pauvres. Enfin, on comprend ce que veut dire les inégalités sociales. Mais les inégalités culturelles portent en germe des catastrophes sur l'avenir terribles. Et donc il faut, ça ne coûte pas cher, investir au maximum sur la création, sur le partage d'imaginaire, le partage de sensibles, le partage de nos histoires communes, de nos identités, avec au centre la création, le travail, et tout ça dans un cadre collectif, puisque la culture c'est le vivre ensemble, c'est le partage, effectivement. On crée une société complètement différente si on met ces valeurs-là, effectivement, en avant, et je crois, moi, à titre plus personnel, que le fait de cultiver et de partager le beau, c'est quelque chose d'essentiel dans une société. Les gens méritent peut-être probablement mieux que d'être sous les injonctions du système qui leur dit à 20h30 il faut regarder telle connerie à la télé, il faut lire ça, il faut avoir le nez sur l'ordinateur rivé sur des jeux. En fait, nous ne sommes pas que des consommateurs. L'être humain peut faire et développer société autrement qu'en étant considéré comme un être de consommation. Et c'est la justification même des politiques publiques de la culture qui vont faire se rencontrer et donner des moyens aux créateurs, aux historiens, aux archéologues, aux métiers d'art, à tous ceux effectivement qui portent la culture, le patrimoine, les gens qui travaillent sur le numérique, sur le croisement, le tissage entre ces disciplines. Parce que le monde de demain, le comprendre et le déchiffrer le monde de demain, c'est être outillé, effectivement, et être ouvert le plus largement possible sur le monde. C'est ça, simplement, le travail culturel. Et ne pas le développer et faire des coupes là-dedans, c'est se fabriquer une société qui se replie sur elle-même, une société qui se désespère, et surtout une société où on n'a plus les clés pour déchiffrer le monde, une société finalement totalitaire qui ne dirait pas son nom, où une petite élite, une petite technocratie dirige, en étant parfaitement convaincue que le monde devient tellement complexe que les gens sont trop cons pour le comprendre, et qui ne sont là que pour être exploités ou des consommateurs. Et donc une petite oligarchie, effectivement, pilote le monde et ne rend plus de compte à personne. Et bien le travail culturel, c'est de dire aussi, non, non, nous en sommes d'acteurs, je suis présent au monde. Nous sommes tous présents à égalité au monde. Et évidemment, on emmerde un certain nombre de pouvoirs quand on mène ces combats-là, ce qui est un combat de la gauche quand même, depuis plus de 100 ans maintenant, hein, sur la conquête du temps libre, sur toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il faut d'autant plus aujourd'hui pousser les feux, dans un pays quand même où aujourd'hui les gens se replient sur eux, où un électeur sur deux ne va plus voter, et encore quand il vote, un sur trois va voter pour le Front National, c'est-à-dire pour qui tombent dans des pièges qui sont énormes, où par ailleurs la solution de nos problèmes viendrait par la stigmatisation, le rejet de l'autre, etc. Mais on est vraiment c'est un retour à la barbarie, et au contraire de ce qu'est l'humanité. Et la seule réponse à ça, me semble-t-il, l'une des réponses, c'est les questions culturelles, en considérant qu'elle ne peut ni être bridée et qu'il y ait la liberté totale de création parce que le monde de demain, de toutes les façons, c'est quelque part les artistes et la création qui nous le désignent et qui nous le font comprendre. C'est quand même une magnifique mission que de travailler au ministère de la Culture, que de porter effectivement ces missions publiques. Et c'est notre rôle aussi à tous d'impulser dans la société le poids considérable de ces enjeux et qu'il ne faut pas capituler dessus. C'est une magnifique idée d'avoir créé ce ministère de la Culture, même s'il a été créé sur des bases de Malraux au départ, sur lesquelles il y a beaucoup de débats. La question de l'accès à la culture, fallait-il, on parle aujourd'hui de démocratie culturelle, qui est un terme beaucoup plus juste. Mais en attendant, cet outil est irremplaçable dans la nation, il a un rôle déterminant à jouer, et nous le savons, nous avons fait les calculs dans tous les sens, il n'y a pas une économie, un centime à gagner sur le ministère de la Culture, qui aujourd'hui a l'os, qui n'a plus de moyens, il est temps de le régénérer, il est temps de lui redonner toute la force dont il mérite, et ça ne coûtera pas très très cher à la nation. Mais la question est dans quel monde voulons-nous vivre demain ? J'ai d'ailleurs participé à l'activité politique culturelle confédérale.
On a fait énormément de réunions, de colloques, enfin de journées d'études pour se rassembler. Ce qui est d'ailleurs extrêmement positif parce qu'en fait, on sort complètement du milieu culturel. On voit des camarades d'autres secteurs qui sont dans des comités d'entreprise, qui sont dans l'industrie, qui sont dans des petites boîtes, dans des grandes, des moyennes, et qui se disent, on est nous très intéressés par les questions culturelles, on aimerait que le syndicat serve aussi, agisse aussi sur ces questions-là, mais on est très démunis. Donc, beaucoup sont concernés à la CGT, mais c'est l'histoire de la CGT. Mais alors, mettre tout ça après en mouvement, c'est compliqué. La CGT porte beaucoup la question que le travail fait culture. Que le travail est culture en soi. Et aujourd'hui, le travail est considérablement abîmé. Et quand on abîme les hommes et les femmes, quand on abîme le travail, on abîme la société tout entière. Et les gens forcément n'ont plus le réflexe forcément d'aller s'ouvrir sur la culture. Ils ont plutôt le sentiment de se refermer sur eux-mêmes, quand eux-mêmes sont déconsidérés et maltraités. Et donc il faut traiter autrement le travail, ce qui est le combat de la CGT au quotidien, qu'elle mène dans toutes les boîtes. Et c'est indissociable de bien traiter le travail pour bien traiter effectivement la culture. Et le travail est sur le plan ethnographique, ethnologique, je ne sais pas comment dire, sur le plan humain, c'est évidemment central dans la construction d'une vie, dans la construction d'une identité, du rapport aux autres. Et donc c'est l'acte ou le point culturel le majeur dans la construction d'un homme ou d'une femme, effectivement, son activité, ce qu'il fait. Et notamment aussi la question de la part de créativité qu'on peut encore avoir aujourd'hui dans le travail, la part d'imagination, la part d'autonomie, etc. C'est pour ça que je parlais du travail abîmé. C'est quand on dit aux gens qu'on les empêche de penser, y compris dans leur travail, qu'ils les occupent quand même 8 heures par jour. C'est quand même monstrueux. Et donc, c'est aussi se battre sur les questions culturelles, c'est aussi redonner cette place à la création, à l'humain, dans le travail. Et ces questions de culture et travail ont tout à voir ensemble. La CGT se déploie dans certaines entreprises en y faisant venir des artistes, en confrontant le regard du travailleur culturel, de celui qui travaille, qui crée, avec le travailleur qui lui aussi crée dans son travail. Et la rencontre des deux est passionnante. Et elle ouvre des horizons, des perspectives, et les rares expériences qu'a pu faire la CGT dans ce domaine sont toujours de sacrées réussites. Évidemment, elle s'est toujours trouvée entravée par les sympathiques patrons qui peuvent à la fois, peut-être les mêmes, des fois donner beaucoup d'argent au titre du mécénat, mais qui ont toujours, pour beaucoup d'entre eux, se sont beaucoup opposés à ce que les artistes viennent effectivement travailler dans les entreprises, en résidence, parce qu'il ne faudrait quand même pas non plus que l'ouvrier qu'on exploite commence à se mettre à réfléchir et à penser que d'autres visions sont possibles que les instructions et les injonctions qu'on lui donne, quoi. Je pense moi, mais alors là, je parle à titre tout à fait personnel, c'est pas responsable CGT, mais il ne faut pas forcément stigmatiser l'argent qui ne soit pas public dans le financement des politiques publiques culturelles. La CGT, d'ailleurs, je le rappelle, au niveau confédéral, n'a jamais été opposée au mécénat proprement dit, mais il y met un certain nombre de conditions et un certain nombre de définitions. Après tout, l'argent des entreprises est quand même créé par le travail des travailleurs, et c'est pas de l'argent qui soit sale ou qu'il faille forcément repousser. Maintenant, sur le fond, ça peut pas être celui qui paye qui décide. Ça veut dire que la question de je paye et je suis pilote des opérations culturelles, ça c'est pas possible. Ensuite, il faut distinguer ce qui est le mécénat, du sponsoring, enfin tout ça c'est très compliqué. Et puis il y a quand même un scandale national derrière, on peut le dire, c'est la question des dégrèvements d'impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière ces opérations qui sont très alléchantes et très juteuses pour ceux qui donnent effectivement ils sont par ailleurs exonérés jusqu'à des fois 90% de ce qu'ils donnent d'impôts. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de réduire ce qu'on appelle la dépense fiscale en disant qu'il faut s'y attaquer parce que nos finances publiques sont dans le rouge, mais alors là-dessus, on
n'est pas vraiment regardant sur les millions de gens qui sont parmi les plus riches, qui s'exonèrent de payer des impôts en faisant des actions, toute pub pour eux, toute communication intéressante pour eux, en prenant le prétexte de la culture. Donc cette dérive-là, oui, elle est condamnable. Cela dit, on sait aussi qu'on arrive à la limite de tous les artistes, les compagnies, les créateurs, les associations, tous les réseaux, qui ne voient qu'une seule façon, quelque part, d'arriver à survivre et à construire des projets, qu'en allant effectivement frapper à toutes les portes, qu'elle soit la région, qu'elle soit la ville, que ce soit le département, et évidemment l'État, par ses DRAC. Il y a un moment, ça atteint aussi ses limites. Il faut penser peut-être aussi demain à une évolution du modèle économique des politiques culturelles, sans se priver de faire aussi appel et de lever des fonds privés, mais de le faire dans des conditions qui soient éthiquement acceptables, parce qu'il y a aussi ces questions-là, et qui soient surtout inscrites dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, dans les territoires comme dans la création, la question c'est celle de la permanence artistique, c'est-à-dire comment on peut s'inscrire dans la durée pendant des années sur un territoire profondément et sur un projet de création. Et il y a certainement de l'argent, y compris privé, qui peut le comprendre, qui peut l'accepter et s'inscrire dans ces projets-là. Ça pose aussi quand même la question, quand c'est des grandes entreprises qui le font, du contrôle qu'ont par leur comité d'entreprise et par les travailleurs eux-mêmes sur l'argent que met leur entreprise dans le soutien de projet. Ça pose aussi toute la question de savoir comment les salariés de ces entreprises peuvent aussi être acteurs de ces projets culturels, y participer via le comité d'entreprise ou d'autres formes. Parce que très souvent, ce que l'on voit, c'est généralement... en contrepartie, sont offerts quelques belles invitations et un très beau cocktail au patron, à sa femme, à son chien. Je veux dire, mais enfin, il faut surtout que les travailleurs restent à la porte. Et c'est aussi ça que la CGT doit changer. Je me rappelle qu'à l'époque, nous avions eu beaucoup de débats en interne sur les mécénats que faisait le Louvre avec Total, avec ces sociétés-là. Où à un moment, on avait des camarades qui pensaient que... hors de question, il ne fallait pas que l'argent privé rentre. Et c'était même je ne sais plus quelle était la société, mais il y avait plusieurs qui disaient « Mais regardez tout ce qu'on fait nous pour nos salariés. On a négocié avec le Louvre, c'est vachement bien pour nos salariés. » La CGT ne pouvait pas aller contre ça. Alors bien sûr, il fallait regarder, il y avait à boire et à manger. Mais si ça permet aussi à des gens qui ne vont jamais au musée, qui ne vont jamais pousser la porte d'une institution culturelle de le faire, on serait complètement idiot de s'en priver. Ce que je veux ajouter, qui me paraît très importante, c'est ce qui avait énormément marqué, aujourd'hui tout le monde le reprend, et c'est la CGT qui l'avait dénoncé, à l'époque la CGT Culture. C'est comme nous avions été le premier ministère à passer sous la toise de la RGPP, on avait expliqué à l'époque qu'il n'y avait aucune économie à faire sur la culture. On avait fait la démonstration que les efforts terribles qu'il demandait au personnel, aux services, et les suppressions de crédits qu'il faisait représentaient mais un 10 millième, je crois, ou un 30 millième du budget de l'État. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait rien à gagner en faisant des économies sur la culture, on l'a démontré complètement, et par ailleurs, en affaiblissant une toute petite part du secteur culturel, on se privait de leviers, y compris de leviers économiques, dans la société. Il n'y a donc aujourd'hui aucune économie à faire sur la culture. François Hollande l'a dit plusieurs fois dans sa campagne électorale. Je rappelle que les 2 premières années, les 2 premières mesures qu'il a prises a été de réduire de 4 et 2%, c'est-à-dire 6% au total, le budget de la culture sous le mandat d'Aurélie Filippetti, avec une déception terrible. Je ne sais pas si ça sera dans le film, mais les socialistes, on n'attend jamais rien, mais on est à chaque fois déçus quand même. Les relations avec la CGT du spectacle, quand je dirigeais le syndicat, me paraissaient essentielles et elles ont toujours été, dans l'ensemble, très bonnes. À l'époque, en prenant mes responsabilités, on m'avait expliqué que les relations avaient connu des moments compliqués, des hauts, des bas, et que c'était jamais simple. Je crois que c'est... Et moi, j'ai jamais voulu voir les choses comme ça. Ce n'était pas simple parce que tout le monde à la CGT avait des arrière-pensées d'appareil. Nous ne sommes pas dans la même fédération. Si les camarades du spectacle font les yeux de chimène à la CGT Culture, c'est qu'ils voudraient bien les absorber dans leur fédération. C'est en fait des calculs de boutiques qui n'intéressent absolument ni les luttes, ni les sujets dont on parle, etc. Et moi, je me suis débarrassé de tout ça, j'ai pas du tout voulu en entendre parler, et on a simplement rencontré les camarades à l'époque, c'était Voirin, Jean, et puis d'autres, Jean-François Pujol, Denis Foucret,
Marc Slipper, enfin toute cette Claude Michel, toute cette joyeuse bande avec énormément de compétences, un niveau d'analyse qui rejoint d'ailleurs complètement le nôtre pour ce qui est de leur profession. Et en fait, on a parfaitement compris qu'on avait complètement intérêt à tirer ensemble, sans se poser de questions de savoir dans quelle fédération on militait, dans quel champ syndical, etc. Et eux-mêmes, d'ailleurs, étaient, je crois, assez heureux de savoir que leurs camarades de la CGT au ministère étaient le syndicat le plus fort, qu'on leur filait toutes les infos, que donc l'adversaire savait parfaitement qu'il y avait une communication très très étroite entre nous et une forte solidarité. Je sais qu'après, dans les années qui ont suivi, et encore actuellement, même si les relations sont bonnes, il y a des fois encore à nouveau des hauts et des bas. Je pense qu'on doit absolument comprendre que l'intérêt, c'est de militer tous ensemble, avec aussi nos camarades qui s'occupent, ils sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux qu'au ministère de la Culture, qui s'occupent de la culture dans le champ territorial, dans les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, les intercommunalités. Ils sont un paquet à travailler là-dessus, très isolés, très désespérés. C'est, je crois, le rôle de la CGT, qui par ailleurs porte les politiques culturelles comme personne d'autre dans le paysage syndical français, c'est à elle, effectivement, d'unifier tout cela, y compris d'y associer les populations qui vivent extrêmement mal aujourd'hui les heures difficiles que vive la culture. La relation avec nos camarades qui sont dans les collectivités territoriales, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à construire, puisque je pense que du côté de la fédération CGT des services publics, s'ils ont effectivement un réseau, s'ils ont quelques collègues, quelques camarades qui étaient un peu responsables auprès de la fédération de ces questions-là, on n'a jamais trouvé face à nous, avec nous, plus que quelques collègues un peu épars ça et là, qui étaient exemplaires dans les luttes qu'ils menaient, mais qui ne représentaient que finalement très peu de choses par rapport au champ territorial. C'est la partie la plus difficile à coller avec nos luttes. Le monde du spectacle, même s'il est aussi très fractionné, et on est beaucoup dans l'entre-soi, c'est un monde très particulier. Je crois qu'à partir de 2003, les coups terribles qui ont été portés à l'intermittence et à ces choses-là, les ont fait quand même beaucoup se mettre en paquet, en tas, et donc il était beaucoup plus facile de trouver à nos côtés des forces organisées, ce qui ne m'a pas paru, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ce qui ne me paraît pas encore être complètement le cas sur le champ territorial, malheureusement. Mais c'est un magnifique chantier, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où les réductions drastiques de budget aux collectivités mettent en péril quantité de services culturels, que ce soit médiathèques, théâtres, centres d'art, conservatoires municipaux, etc., qui vont fermer les uns après les autres, puisqu'on a 3 ans d'austérité budgétaire, nous n'en sommes qu'à la première année, qui effectivement s'abat sur les collectivités, puisque le gouvernement veut drastiquement, le gouvernement dit de gauche, veut drastiquement aujourd'hui réduire la dépense publique. Et on sait malheureusement que quand ces collectivités sont déjà sous pression, avec une forte demande sociale de crèches, de sécurité, je ne dis pas sur le fond ce que j'en pense, mais tout un tas d'urgences, de cantines scolaires, etc., etc., et bien souvent, elle fait économie sur la culture, et c'est là, effectivement, que l'on supprime des crédits, des postes et des emplois. Au bout de 3 ou 4 ans, et donc au bout du mandat de François Hollande, qui tape sévèrement sur les collectivités, la culture risque d'être probablement le secteur qui aura le plus souffert sur le champ territorial. Nous le savons déjà, j'ai cité tout à l'heure, par rapport à la cartographie. La CGT Culture, et moi je l'ai fait pendant des années, n'a jamais exclu d'aller rencontrer des responsables politiques, qu'ils soient élus, qu'ils soient responsables de partis, etc., parce qu'il était normal qu'on les informe, qu'on leur demande leur avis, qu'on les sollicite. Certains sont parlementaires, ils votent nos budgets, ils votent nos lois, etc. Il était normal que nous dialoguons avec eux en toute autonomie. La CGT l'a toujours fait. On ne l'a jamais fait avec le Front National. Mais y compris, on a pu dialoguer avec des gens de droite. Parce qu'à un moment, les sujets le méritaient. Ensuite, il est très très frappant de voir que, mis à part 3 ou 4 rares élus, évidemment, l'immense Jacques Ralite,
qui a été longtemps le sénateur qui a porté les questions culturelles avec un énorme talent au Sénat. Mais, mis à part, il se compte sur le doigt d'une main les responsables au niveau parlementaire, par exemple, dont certains se retrouvent un jour ministres, et on n'est pas déçus, qui, effectivement, sont connaisseurs des questions culturelles. C'est véritablement un travail qu'il faut faire en permanence auprès des élus et ne pas s'en priver. Quant ensuite aux élus locaux, il y a forcément là, par leurs organisations d'élus, un travail aussi à faire pour fédérer, comme je disais, au plan territorial, au plan de l'État. C'est beaucoup de missions de part et d'autre, de travaux qui sont faits, qui sont méconnus. Tout le monde se court un peu après. Et les élus locaux ont quand même une carte considérable à jouer, puisque quand même, si on ne le voit que sous l'angle budgétaire, il y a plus de 80% des financements publics de la culture qui sont aujourd'hui au niveau local. Donc les décisions, elles se prennent là. Et ils sont souvent bien isolés, peu connaisseurs, et c'est aussi le travail du syndicat de faire comprendre la transversalité des enjeux. Et généralement, on est plutôt très très bien accueillis. C'est peut-être très prétentieux que de le dire, mais je pense que la boîte à idées, le think-tank, comme on dit aujourd'hui, des questions de politique culturelle, elles sont davantage dans les outils syndicaux, et à la CGT en particulier, que ça n'existe dans les partis politiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans les partis politiques, mais la compétence, l'analyse des dossiers, le suivi des évolutions, etc., le syndicat est un sacré creuset, et une sacrée source et ressource pour les responsables publics. Ils devraient venir épuiser davantage, d'autant plus que nous, on n'a jamais été fermés à discuter avec eux. C'est un chantier immense, et ce qui n'empêche pas qu'on doit aussi au quotidien s'occuper des carrières des collègues, des dossiers individuels difficiles, de tout ça. C'est ça qui est absolument horrible, mais aussi passionnant dans le fait d'être à la CGT Culture. La création du ministère de la Culture par Malraux. Je ne sais pas si ça a été souvent cité comme anecdote, mais comment De Gaulle et Malraux en sont venus à créer le ministère de la Culture, je ne sais pas si... Enfin, c'est une anecdote qui est reprise dans des livres ou dans des émissions de télé, il paraît qu'elle est vraie. C'est que le général de Gaulle voulait à tout prix avoir Malraux avec lui, dans un énième gouvernement qu'il formait en 1959. Il voulait qu'il soit le premier à ses côtés. Et il ne savait pas du tout quoi faire de Malraux, qui était un personnage assez inclassable, beaucoup de talent, assez inclassable. Et il semble qu'un collaborateur de Gaulle à l'Élysée ait eu cette idée géniale un soir en lui disant « Nommez Malraux à la culture, ça donnera du relief à votre gouvernement ». Et De Gaulle a trouvé que c'était une excellente idée, il a convoqué Malraux, il a dit « On va créer un ministère de la culture ». Ben, c'est comme ça que ça serait né. Donc, mais c'était un tout petit secrétariat d'État à l'époque, avec très très peu de moyens. Il y a d'ailleurs une documentation fabuleuse sur cette histoire passionnante par le comité d'histoire du ministère de la Culture, qui fait des travaux fabuleux là-dessus, et qui sont en plus des fois très drôles et très émouvants sur l'histoire de ce département ministériel. Donc en 1959, moi je n'étais pas né, je suis né exactement 10 ans après, en 1969, le ministère avait 10 ans, mais c'est dans les années 80 que par ma maman, on est venu à ce ministère parce qu'elle y est rentrée en travaillant au Grand Palais. Mais non, jusqu'à présent, on n'a pas de contact avec. Moi, je suis né, le ministère avait 10 ans.